Il y a des moments dans la vie où tout ce en quoi nous croyons est mis à l'épreuve. Des moments où nous découvrons de quoi nous sommes vraiment capables quand ceux que nous aimons sont en danger. Cette nuit-là, à Cedar Creek au Texas, Sarah Monroe allait vivre un de ces moments. 4 hommes à cheval approchaient de la ferme de son père dans l'obscurité. Ils venaient pour terroriser, pour voler, pour imposer leur loi par la force. Mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Sarah n'était pas une simple fille de pasteur. Elle avait appris à se battre, à survivre, à protéger sa famille. Cette maison était son territoire, et elle était prête à le défendre. Parfois, ce ne sont pas les plus forts qui gagnent, mais ceux qui ont le plus à perdre. Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et, si ce récit vous a touché, abonnez-vous, car demain je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. La vieille cloche, en bronze de la ferme Monroe, n'avait pas sonné depuis 3 ans. Elle se dressait silencieuse près de la porte principale, témoin muet d'une époque où les dangers rôdaient plus souvent autour des propriétés isolées du Texas. En cette soirée de septembre 1892, elle allait retrouver sa voix. Cedar Creek comptait à peine 400 âmes, nichée dans une vallée poussiéreuse où les collines ondulaient comme des vagues figées sous le soleil impitoyable. La petite ville s'était développée autour du passage d'une ancienne piste de bétail. Et aujourd'hui encore, les troupeaux traversaient parfois ces rues principales, en soulevant des nuages de terre rouge. C'était un endroit où tout le monde se connaissait, où les secrets ne duraient jamais longtemps, et où la parole d'un homme valait encore quelque chose. La ferme des Monroe se trouvait à 2 milles du centre-ville, posée sur une petite élévation qui offrait une vue dégagée sur les environs. William Monroe, le pasteur de l'église méthodiste locale, avait choisi cet emplacement avec soin 15 ans plus tôt. Il voulait un endroit où sa famille pourrait vivre dans la paix, où sa femme Martha pourrait cultiver son jardin et où leur fille Sarah grandirait loin des tentations et des dangers de la ville. Martha était partie depuis 5 ans maintenant, emportée par la fièvre typhoïde lors d'un hiver particulièrement rude. William ne s'en était jamais vraiment remis. Il avait vieilli d'un coup, ses cheveux bruns virant au gris, ses épaules se voûtant sous le poids du chagrin, mais il avait continué à prêcher, à consoler les autres, à être le roc spirituel sur lequel s'appuyait la communauté. Sarah était devenue sa force tranquille, celle qui maintenait la maison en ordre, qui s'occupait des tâches quotidiennes, qui l'aidait dans ses devoirs pastoraux. À 23 ans, Sarah Monroe était devenue une jeune femme remarquable, bien que peu de gens à Cedar Creek s'en rendissent vraiment compte. Elle avait hérité des yeux verts perçants de sa mère et de la stature solide de son père. Ses cheveux châtains, qu'elle portait toujours relevés en un chignon pratique, encadraient un visage aux traits fins mais déterminés. En ville, on la voyait comme la fille du pasteur, polie, réservée, toujours prête à aider lors des œuvres de charité ou à s'occuper des malades. Ce que les habitants de Cedar Creek ignoraient, c'était que Sarah avait eu un professeur secret ces dernières années. Tom Whitfield, ancien ranger du Texas, devenu forgeron du village, avait pris la jeune femme sous son aile après la mort de Martha. Il avait vu quelque chose en elle, une force intérieure, une détermination qui lui rappelait les femmes courageuses qu'il avait rencontrées pendant ces années à parcourir la frontière. Tom avait 68 ans maintenant, ses mains étaient noueuses par l'arthrite, mais son œil restait vif et son esprit aiguisé. Il avait servi dans les Rangers pendant 25 ans, avait survécu aux guerres indiennes, aux bandits, aux hors-la-loi de toutes sortes. Quand il avait pris sa retraite et s'était installé à Cedar Creek, il pensait que ses jours de combat étaient terminés. Mais la mort de Martha Monroe l'avait touché profondément. Il avait vu William s'effondrer de chagrin et Sarah porter seule le fardeau de maintenir la famille à flot. C'est alors qu'il avait commencé à lui rendre visite, officiellement pour aider aux tâches lourdes de la ferme, officieusement pour lui enseigner ce qu'aucune femme respectable de l'époque n'était censée apprendre. Il lui avait montré comment manier un fusil, comment viser juste, comment se déplacer silencieusement dans l'obscurité. Il lui avait enseigné les tactiques de survie, comment lire les traces, comment anticiper les mouvements d'un adversaire. Sarah avait appris avec une rapidité qui l'avait surpris lui-même. Elle possédait un instinct naturel pour la stratégie, une patience remarquable, et surtout, une détermination farouche de protéger ce qui lui était cher. Tom lui avait fait mémoriser chaque recoin de la propriété familiale, chaque cachette possible, chaque angle de tir. Il avait tracé des cartes détaillées qu'elle gardait cachées dans sa chambre, montrant les passages secrets, les points d'observation, les pièges naturels que pouvait offrir le terrain.
Le vieux ranger était mort l'hiver dernier, emporté par une pneumonie, mais pas avant d'avoir légué à Sarah son bien le plus précieux, son Winchester 1873, une arme qu'il avait portée pendant des années et qui ne l'avait jamais trahi. Sarah l'avait cachée dans le grenier de la maison, enveloppée dans une couverture de laine, avec une boîte de cartouches soigneusement entretenue. En cette soirée de septembre, Sarah terminait ses tâches habituelles. Elle avait trait les vaches, nourri les poules, arrosé le potager de sa mère qu'elle continuait à entretenir religieusement. Son père était parti rendre visite à la veuve Johnson, dont le fils était malade et ne reviendrait probablement pas avant le lendemain matin. Sarah appréciait ces soirées de solitude, ces moments où elle pouvait laisser tomber le masque de la fille de pasteur obéissante et réfléchir à sa vraie nature. Elle s'assit sur les marches de la véranda, son carnet de prières à la main. C'était un petit livre relié de cuir usé que son père lui avait offert pour ses 6 ans. Au fil des années, elle y avait noté non seulement ses prières et ses réflexions spirituelles, mais aussi les enseignements de Tom, ses propres observations sur la justice et l'injustice, ses questionnements sur ce que signifiait vraiment protéger les innocents. La soirée était particulièrement belle. Le soleil descendait lentement vers l'horizon, peignant le ciel de rose et d'orange. Une brise légère faisait danser les herbes hautes autour de la propriété. Au loin, elle pouvait voir les lumières de Cedar Creek qui commençaient à s'allumer une à une. C'était un moment de paix parfaite, le genre de moment qui lui rappelait pourquoi elle aimait tant cet endroit. Elle ne savait pas encore que cette paix allait bientôt être brisée. À 15 milles de là, 4 hommes chevauchaient dans la poussière rouge du crépuscule. Ils n'étaient pas des inconnus dans la région. Jake Dalton, le leader du groupe, était un homme de 35 ans aux yeux froids et au sourire cruel. Il avait la réputation d'obtenir ce qu'il voulait, par la persuasion ou par la force. Son frère Marcus, plus jeune mais tout aussi impitoyable, le suivait aveuglément depuis toujours. Les 2 autres, Bill Thompson et Pete Rivers, étaient des drifters qui s'étaient joints aux frères Dalton pour l'argent facile et l'excitation du danger. Ils avaient entendu parler de la ferme Monroe, de sa prospérité relative, de l'or que le pasteur était censé garder caché quelque part. Mais ce n'était pas seulement l'appât du gain qui les menait cette nuit vers la propriété isolée. Jake Dalton avait un compte personnel à régler, une vieille rancune qui remontait à des événements qu'il n'avait jamais oubliés ni pardonnés. Le plan était simple, du moins en apparence. Ils arriveraient après la tombée de la nuit, quand les bonnes gens seraient endormis et vulnérables. Ils prendraient ce qu'ils voulaient, laisseraient un message clair sur ce qui arrivait à ceux qui se dressaient sur leur chemin et disparaîtraient avant l'aube. Ils avaient fait cela des dizaines de fois dans d'autres endroits, et cela avait toujours fonctionné. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que Sarah Monroe n'était pas une victime ordinaire. Tandis qu'elle regardait les dernières lueurs du jour s'estomper derrière les collines, elle sentit quelque chose changer dans l'air. Une tension presque imperceptible, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Elle ferma son carnet de prières et se leva lentement, ses sens en alerte. Au loin, très faiblement, elle perçut le bruit de sabots sur la terre durcie. 4 cavaliers, à en juger par le rythme. Ils ne venaient pas de la route principale qui menait à Cedar Creek, mais coupaient à travers les collines, évitant les chemins fréquentés. Dans cette région, les visiteurs honnêtes n'arrivaient pas par des routes détournées en pleine nuit. Sarah rentra calmement dans la maison, ferma la porte derrière elle et tira les rideaux. Puis elle monta silencieusement au grenier et récupéra le Winchester de Tom, ainsi que sa boîte de cartouches. L'arme était parfaitement entretenue, prête à servir. Elle la chargea avec des gestes sûrs et précis, comme Tom le lui avait enseigné des centaines de fois. Puis elle redescendit et se posta près de la fenêtre de la cuisine, d'où elle avait une vue dégagée sur l'approche principale de la ferme. Son cœur battait un peu plus vite, mais ses mains étaient parfaitement stables. Elle pensait aux enseignements de son père sur la compassion et le pardon, mais aussi aux leçons de Tom sur la nécessité de protéger les innocents face au mal. Les cavaliers se rapprochaient. Dans quelques minutes, ils seraient là. Sarah Monroe était prête. La lune était presque pleine cette nuit-là, baignant la vallée d'une lueur argentée qui transformait le paysage familier en quelque chose de plus mystérieux, de plus dangereux. Sarah observait depuis la fenêtre de la cuisine le Winchester de Tom posé contre le mur à portée de main. Les 4 cavaliers avançaient lentement, prudemment, comme des prédateurs qui évaluent leur proie. Elle reconnut immédiatement leur tactique. Tom lui avait expliqué comment les groupes de hors-la-loi opéraient, comment ils approchaient leur cible, comment ils utilisaient l'obscurité et la surprise à leur avantage.
Ces hommes savaient ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas des opportunistes qui passaient par hasard. Ils étaient venus spécifiquement pour la ferme Monroe. Le premier cavalier, celui qui menait le groupe, leva la main pour arrêter ses compagnons à une 50aine de mètres de la maison. Sarah put distinguer sa silhouette massive dans la pénombre. Il avait l'assurance d'un homme habitué à commander, à être obéi. Il échangea quelques mots à voix basse avec ses complices, puis démonta et s'avança seul vers la véranda. Jake Dalton était encore plus imposant de près qu'il ne l'avait paru à cheval. Il devait mesurer près de 6 pieds, avec des épaules larges et une démarche qui témoignait d'une confiance absolue en sa force physique. Son chapeau était incliné sur son visage, mais Sarah pouvait voir ses yeux froids qui scrutaient la maison, évaluant les points d'entrée, les cachettes possibles. Il monta les marches de la véranda avec délibération, ses éperons tintant doucement dans le silence de la nuit. Puis il frappa à la porte, 3 coups forts et réguliers qui résonnèrent dans la maison comme des coups de tonnerre. « Pasteur Monroe !» appela-t-il d'une voix grave qui portait une autorité naturelle. « Nous devons vous parler, c'est important. » Sarah ne bougea pas. Elle savait que répondre immédiatement révélerait sa présence et sa vigilance. Tom lui avait enseigné l'importance du timing, de ne jamais montrer ses cartes trop tôt. Elle laissa passer 1 minute entière avant de se diriger vers la porte, prenant soin de faire du bruit comme si elle venait d'être réveillée. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix volontairement tremblante, jouant le rôle de la jeune femme effrayée. « Mon père n'est pas là ce soir. » Elle entendit Jake Dalton ricaner softement. « Mademoiselle Monroe, je présume. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Nous ne vous voulons aucun mal. » Le mensonge était si évident qu'il en devenait presque insultant. Sarah sentit une colère froide monter en elle. Ces hommes pensaient qu'elle était une proie facile, une victime sans défense qu'ils pourraient intimider et manipuler à leur guise. « Je ne peux pas ouvrir à des étrangers en pleine nuit, » répondit-elle, maintenant le tremblement dans sa voix. « Revenez demain quand mon père sera là. »« Mademoiselle, » reprit Jake, et cette fois sa voix avait perdu toute prétention à la politesse, « nous ne sommes pas venus de si loin pour repartir les mains vides. Votre père nous doit quelque chose, et nous sommes là pour le récupérer. Maintenant, ouvrez cette porte, ou nous la défoncerons. » Sarah posa la main sur la crosse du Winchester. Le moment de vérité approchait. Elle pouvait encore essayer de négocier, de gagner du temps, être même de les convaincre de partir. Mais elle savait, au plus profond d'elle-même, que ces hommes n'étaient pas venus pour parler. Ils étaient venus pour prendre ce qu'ils voulaient, par la force si nécessaire. « Mon père ne doit rien à personne, » dit-elle, abandonnant maintenant le tremblement dans sa voix. « Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas les bienvenus ici. » Le silence qui suivit fut lourd de menaces. Sarah entendit Jake redescendre les marches de la véranda et retourner vers ses compagnons. Ils tinrent une brève conférence, leur voix trop basse pour qu'elle puisse distinguer les mots, mais leur langage corporel était éloquent. Ils préparaient leur assaut. Marcus Dalton, le frère de Jake, mit pied à terre et se dirigea vers l'arrière de la maison. Bill Thompson fit de même et contourna la propriété par la gauche. Pete Rivers resta avec les chevaux, mais Sarah remarqua qu'il avait sorti sa carabine. Ils encerclaient la maison selon un plan manifestement préparé à l'avance. Sarah se déplaça rapidement mais silencieusement à travers la maison, vérifiant chaque fenêtre, chaque porte. Tom lui avait appris à penser comme ses adversaires, à anticiper leurs mouvements. Ils allaient probablement essayer d'entrer par plusieurs points simultanément, espérant la déborder et l'empêcher de résister efficacement. Elle se posta dans le couloir central, d'où elle pouvait surveiller à la fois la porte d'entrée et la porte arrière. Le Winchester était chargé et prêt. Elle avait glissé une 12aine de cartouches supplémentaires dans les poches de sa robe. Ses mains étaient parfaitement stables maintenant, son esprit clair et concentré. Jake Dalton revint vers la porte d'entrée. Cette fois, il ne prit pas la peine de frapper. « Dernière chance, mademoiselle Monroe » cria-t-il. « Ouvrez cette porte et facilitez-nous les choses. Nous savons que votre père garde de l'argent ici. Donnez-nous ce que nous voulons, et nous partirons sans vous faire de mal. » Sarah ne répondit pas. Elle avait dépassé le stade des négociations. Ces hommes avaient choisi leur voie quand ils avaient décidé de venir ici avec des armes et des menaces. Maintenant, elle allait leur montrer qu'ils avaient commis une erreur fatale en sous-estimant leur cible. Le coup de pied de Jake contre la porte d'entrée résonna comme un coup de canon dans la nuit silencieuse. Le bois craqua, mais tint bon. La porte était solide, construite pour résister aux intempéries du Texas, et elle ne céderait pas facilement. Presque simultanément,
Sarah entendit un bruit similaire à l'arrière de la maison. Marcus essayait la même tactique sur la porte de la cuisine. Elle avait prévu ce mouvement. Les deux frères coordonnaient leur attaque, espérant la prendre en tenaille. Sarah sourit dans l'obscurité. Tom lui avait enseigné que le plus grand avantage d'un défenseur était la connaissance de son terrain. Cette maison, elle la connaissait dans ses moindres recoins. Chaque grincement de plancher, chaque ombre, chaque angle de tir possible. Ces hommes pénétraient sur son territoire, et ils allaient découvrir à leurs dépens ce que cela signifiait. La porte d'entrée céda enfin dans un fracas de bois brisé. Jake Dalton fit irruption dans la maison, son revolver à la main, ses yeux scrutant l'obscurité à la recherche de sa proie. Il s'attendait manifestement à trouver une jeune femme terrifiée, recroquevillée dans un coin, prête à supplier pour sa vie. Au lieu de cela, il se retrouva face au canon du Winchester de Tom Whitfield, tenu par des mains parfaitement stables et pointé directement sur sa poitrine. « Bonsoir, Monsieur Dalton », dit Sarah d'une voix calme et posée. « Je crois que vous vous êtes trompé de maison. » L'expression de surprise totale sur le visage de Jake valait tous les enseignements de Tom réunis. L'homme qui pensait tenir toutes les cartes venait de réaliser qu'il était peu être tombé dans un piège. « Posez votre arme et sortez de chez moi », continua Sarah, son doigt caressant la détente du Winchester. « Emmenez vos hommes et ne revenez jamais. C'est votre seule chance. » Jake Dalton regarda la jeune femme qui se tenait devant lui, évaluant ses options. Il avait passé sa vie à intimider les autres, à imposer sa volonté par la force. Mais quelque chose dans les yeux verts de Sarah Monroe lui dit qu'elle n'était pas en train de bluffer. Pour la première fois depuis longtemps, Jake Dalton ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, l'incertitude. Jake Dalton resta figé pendant quelques secondes qui semblèrent durer une éternité. Ses yeux passaient du visage déterminé de Sarah au canon du Winchester pointé sur sa poitrine. Il avait suffisamment d'expérience pour reconnaître quelqu'un qui savait manier une arme, et la jeune femme devant lui tenait son fusil avec une assurance qui ne trompait pas. « Vous ne tirez pas, » dit-il finalement, mais sa voix avait perdu de sa superbe. « Vous êtes la fille d'un pasteur. Vous ne tueriez pas un homme. » Sarah inclina légèrement la tête, comme si elle réfléchissait à ses paroles. « Mon père m'a enseigné la compassion et le pardon, c'est vrai. Mais il m'a aussi appris qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Un temps pour épargner et un temps pour protéger les innocents. » Jake fit un petit pas en avant, testant sa résolution. « Écoutez, mademoiselle Monroe, nous ne voulons pas de problème avec vous. Donnez-nous simplement ce que nous sommes venus chercher, et nous partirons. Personne n'a besoin de se blesser ce soir. Ce que vous êtes venus chercher n'existe pas, » répliqua Sarah fermement. « Mon père est un homme de Dieu qui gagne sa vie honnêtement. Il n'a pas d'or caché, pas de fortune secrète. Vous vous êtes trompé de cible. » Dans son dos, Sarah entendit le bruit de la porte arrière qui cédait enfin sous les assauts de Marcus. Elle avait prévu ce moment. La carte que Tom avait dessinée pour elle montrait exactement les angles de tir depuis sa position actuelle. Elle pouvait couvrir les deux entrées principales sans se déplacer. « Marcus !» cria Jake sans quitter Sarah des yeux. « Entre lentement. La demoiselle a décidé de jouer les héroïnes. » Marcus Dalton apparut dans l'encadrement de la porte arrière, son revolver dégainé. Il était plus petit que son frère, mais ses yeux avaient la même froideur cruelle. Quand il vit la scène qui se déroulait dans le couloir, un sourire mauvais étira ses lèvres. « Regardez-moi ça, » ricana-t-il. « La petite Sainte-Nitouche veut jouer à la guerre. Jake, elle ne peut pas nous viser tous les deux en même temps. » Sarah ne bougea pas d'un pouce, mais son esprit calculait rapidement les distances et les angles. Tom lui avait enseigné cette situation précise. Comment faire face à plusieurs adversaires dans un espace confiné? La clé était de ne jamais leur permettre de coordonner leurs mouvements, de maintenir l'initiative et surtout de ne jamais révéler l'étendue de ses capacités trop tôt. « Vous avez raison, » dit-elle calmement à Marcus. « Je ne peux pas vous viser tous les deux simultanément. Mais je peux très facilement tuer votre frère avant que vous ayez le temps de lever votre arme. La question est, êtes-vous prêt à le voir mourir pour quelques dollars qui n'existent même pas? » L'assurance de Marcus vacilla légèrement. Il avait l'habitude d'intimider des gens terrifiés, pas de négocier avec quelqu'un qui semblait parfaitement prêt à passer à l'acte. Ses yeux cherchèrent ceux de Jake, attendant des instructions. Jake, quant à lui, réévaluait complètement la situation. Cette mission était censée être simple, effrayer une famille isolée, prendre ce qu'il voulait et disparaître. Au lieu de cela,
Il se trouvait dans une impasse avec une femme qui semblait avoir été formée pour ce genre de confrontation. « D'où sortez-vous ces compétences ?» demanda Jake, réellement curieux. « Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école du dimanche. » Sarah sourit pour la première fois depuis le début de la confrontation. Tom Whitfield était un bon professeur. Il pensait qu'une femme seule devait savoir se défendre dans ce pays. Il avait raison, apparemment. Le nom de Tom Whitfield fit l'effet d'une bombe. Jake et Marcus échangèrent un regard chargé de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tom Whitfield était une légende parmi les hors-la-loi du Texas. Même les plus endurcis d'entre eux respectaient et craignaient l'ancien rangé. « Tom Whitfield vous a formé ?» répéta Jake, incrédule. « Pendant 5 ans, » confirma Sarah. « Il m'a enseigné tout ce qu'il savait sur la survie, le combat et la façon de traiter avec des hommes comme vous. » À l'extérieur, Sarah entendit Bill Thompson qui s'approchait de la fenêtre de la cuisine. Elle avait mémorisé les grincements particuliers des planches de la véranda, et elle savait exactement où il se trouvait. Son plan commençait à prendre forme. « Bill est en position près de la fenêtre ouest, » dit-elle tranquillement, faisant sursauter les 2 frères. « Pete garde toujours les chevaux, mais il a sorti sa carabine et la pointe vers la maison. »« Vous pensiez vraiment que je n'avais pas remarqué votre petit manège ?» Jake comprit alors qu'ils avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient sous-estimé leur adversaire, et maintenant ils se trouvaient dans une situation qu'ils ne contrôlaient plus. La jeune femme face à lui connaissait leur position, leurs mouvements, probablement même leurs intentions suivantes. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il finalement. « Que vous partiez, » répondit Sarah simplement. « Que vous remontiez sur vos chevaux et que vous quittiez ma propriété, que vous ne reveniez jamais ici et que vous laissiez ma famille tranquille. » Et si nous refusons, le regard de Sarah se durcit. Alors nous découvrirons si Tom était aussi bon professeur que je le pense. Marcus fit un mouvement imperceptible, comme s'il se préparait à bondir. Sarah pivota légèrement, juste assez pour que le canon du Winchester se retrouve pointé vers lui. « Je ne vous le conseillerais pas, » dit-elle doucement. « Tom m'a appris à tirer en premier et à réfléchir ensuite quand ma vie est en danger. Et en ce moment, je me sens très menacé. » L'impasse durait maintenant depuis plusieurs minutes, et Sarah savait qu'elle devait briser l'équilibre avant que ses adversaires ne trouvent une nouvelle stratégie. Tom lui avait toujours dit que, dans ce genre de situation, l'action valait mieux que l'attente. Elle bougea soudainement, se déplaçant vers la gauche tout en gardant son arme pointée vers Jake. Le mouvement était fluide, naturel, témoignant d'heures, d'entraînement. Elle se retrouva maintenant dans une position qui lui donnait un angle de tir sur la fenêtre où se trouvait Bill, tout en maintenant les 2 frères en respect. « Bill !» cria-t-elle vers la fenêtre. « Je sais que vous êtes là. Éloignez-vous de cette fenêtre immédiatement ou je vais commencer à tirer. Et croyez-moi, je ne raterai pas. » Un silence tendu s'installa. Puis, le bruit de bottes qui s'éloignaient de la véranda confirma que Bill avait obéi. Sarah avait réussi son premier coup, disperser ses adversaires et reprendre le contrôle de la situation. Jake la regardait avec un mélange de respect et de colère. « Vous ne pouvez pas nous tenir en échec toute la nuit. Nous verrons bien, » répondit Sarah. « J'ai toute la nuit devant moi, et beaucoup de munitions. La question est de savoir si vous êtes prêt à payer le prix pour découvrir jusqu'où je suis disposé à aller. » L'impasse ne pouvait pas durer éternellement. Sarah le savait. Et les frères Dalton aussi. Quelque chose devait céder. Et elle était déterminée à ce que ce ne soit pas elle. Tom lui avait enseigné qu'une fois engagé dans un combat, il fallait maintenir la pression, ne jamais permettre à l'adversaire de reprendre l'initiative. Elle décida de passer à la phase suivante de son plan. Lentement, sans quitter Jake des yeux, elle tendit la main vers la petite lanterne posée sur la table du couloir. Ses doigts trouvèrent les allumettes qu'elle gardait toujours à côté. Tom et elle avaient développé un système de signaux lumineux qu'ils utilisaient pour communiquer à distance quand ils lui enseignaient les techniques de surveillance nocturne. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Marcus, nerveux. « Je préviens les voisins, » répondit Sarah en allumant la lanterne. « 3 éclats longs, puis 3 courts. C'est le signal de détresse que Tom m'a appris. Dans quelques minutes, la moitié de Cedar Creek saura qu'il y a des problèmes à la ferme Monroe. » C'était un bluff partiel. Le système de signaux existait bien, mais Sarah n'était pas certaine que quelqu'un en ville se souviendrait encore de sa signification. Cependant, l'effet psychologique sur ses adversaires était immédiat. L'idée qu'une milice improvisée pourrait bientôt arriver les mit visiblement mal à l'aise.
Sarah se dirigea vers la fenêtre de devant, faisant attention à maintenir ses adversaires dans son champ de vision. Elle souleva la lanterne et commença à faire les signaux. 3 longs éclats, une pause, puis 3 courts, puis une autre pause. Elle répéta la séquence 3 fois avant de reposer la lanterne. « Voilà, dit-elle. Maintenant nous attendons de voir qui arrivera en premier, les secours ou l'aube. » Jake grinça des dents. « Vous bluffez, personne ne viendra. »« Peut être, admit Sarah. Mais êtes-vous prêt à parier votre vie là-dessus? Parce que si j'ai raison, vous vous retrouverez bientôt face à une douzaine d'hommes armés qui ne seront pas d'humeur à négocier. » À l'extérieur, Bill Thompson s'était rapproché de la maison par un autre angle. Sarah l'entendait bouger, mais elle ne pouvait pas le voir depuis sa position. C'était exactement ce qu'elle voulait. Tom lui avait appris que l'incertitude était une arme aussi puissante qu'un fusil bien ajusté. Elle commença à se déplacer dans la maison avec une fluidité qui dérouta ses adversaires. Chaque mouvement semblait calculé pour maintenir l'avantage tactique tout en les empêchant de prévoir ses actions suivantes. Elle connaissait chaque grincement de plancher, chaque ombre, chaque recoin qui pouvait lui offrir une couverture. « Marcus !» murmura Jake. « Essaye de la contourner par la droite. »« Je l'entends, » dit Sarah sans se retourner. Tom m'a appris à reconnaître le chuchotement à 20 pieds. Si Marcus fait un pas de plus dans cette direction, je tire. Marcus se figea. Cette femme semblait avoir des yeux derrière la tête et des oreilles capables de percevoir le moindre bruit. Comment pouvait-elle anticiper tous leurs mouvements? La réponse était simple. Des années d'entraînement avec un maître. Tom Whitfield avait passé un quart de siècle à traquer les criminels les plus dangereux du Texas. Il connaissait toutes leurs tactiques, toutes leurs ruses, toutes leurs faiblesses. Et il avait transmis ce savoir à Sarah avec une patience et une méticulosité qui faisaient maintenant toute la différence. Sarah prit soudain une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Au lieu de continuer à maintenir l'impasse, elle passa à l'offensive. D'un mouvement fluide, elle éteignit la lanterne, plongeant la maison dans l'obscurité. Dans le noir complet, elle avait tous les avantages. Elle connaissait chaque meuble, chaque obstacle, chaque chemin possible. Ses adversaires, eux, étaient aveugles et désorientés. Elle se déplaça, silencieusement, utilisant les techniques de mouvement furtif que Tom lui avait enseignées. Ses pieds trouvaient automatiquement les endroits du plancher qui ne grinçaient pas. En quelques secondes, elle avait changé de position, se retrouvant derrière Marcus qui tentait de s'orienter dans l'obscurité. « Premier avertissement » murmura-t-elle à son oreille. Marcus sursauta et fit volte-face. Mais Sarah avait déjà disparu dans les ténèbres. Le cœur du bandit battait la chamade. Cette femme était comme un fantôme, capable d'apparaître et de disparaître à volonté. « Jake !» appela-t-il d'une voix étranglée. « Elle est dans mon dos !»« Calme-toi !» répondit Jake, mais sa propre voix trahissait sa nervosité. « Allume une allumette. Je ne vous le conseille pas. » résonna la voix de Sarah depuis une autre partie de la maison. Une flamme ferait de vous une cible parfaite. Jake comprit alors qu'ils étaient tombés dans un piège soigneusement orchestré. Cette femme ne se contentait pas de se défendre. Elle les chassait comme Tom Whitfield avait chassé tant de hors-la-loi avant elle. Elle utilisait l'obscurité, la peur et leur propre confusion contre eux. Un bruit se fit entendre à l'extérieur. Bill essayait de forcer une fenêtre du salon. Sarah avait prévu cette manœuvre également. Elle se dirigea vers cette partie de la maison, ses pieds silencieux sur le plancher familier. « Bill » dit-elle depuis l'intérieur, sa voix portant clairement à travers la vitre. « Si vous passez par cette fenêtre, vous serez mort avant de toucher le sol. » Bill s'arrêta net. La conviction dans la voix de Sarah ne laissait aucune place au doute. Cette femme n'était pas en train de bluffer. « Cette situation devient ridicule, » grommela Jake. « Nous sommes 4 hommes armés contre une seule femme. »« Une seule femme formée par Tom Whitfield, » corrigea Sarah. « Une seule femme qui connaît ce terrain mieux que... vous ne connaîtrez jamais le vôtre. Une seule femme qui n'a rien à perdre et tout à protéger. » Sa voix flottait dans l'obscurité, semblant venir de partout et de nulle part à la fois. L'effet psychologique était dévastateur. Les 4 hommes qui étaient arrivés avec l'assurance de prédateurs se retrouvaient maintenant dans la position de proie traquée. Pete Rivers, resté à l'extérieur avec les chevaux, commençait à s'agiter. Il n'aimait pas cette situation. Les choses tournaient mal, et vite. Il avait vu suffisamment de plans échouer pour reconnaître les signes avant-coureurs d'un désastre. « Jake !» cria-t-il depuis l'extérieur. « Ça ne marche pas !
Il faut qu'on repense notre approche. Sarah sourit dans l'obscurité. Les fissures commençaient à apparaître dans la cohésion du groupe. C'était exactement ce qu'elle espérait. Tom lui avait expliqué que la plupart des bandes de criminels n'étaient soudées que par l'appât du gain facile. Dès que les choses se compliquaient, les tensions internes refaisaient surface. « Pete a raison », dit-elle assez fort pour que tous l'entendent. « Vous devriez l'écouter. Cette ferme va devenir votre tombeau si vous continuez sur cette voie. » Jake était partagé entre la colère et la frustration. Cette mission était censée être simple, et voilà qu'elle se transformait en cauchemar. Mais il avait sa réputation à préserver, et partir la queue entre les jambes à cause d'une seule femme ruinerait définitivement son statut de leader. « On ne part pas sans ce qu'on est venu chercher », déclara-t-il avec une détermination forcée. « Alors vous ne partirez pas du tout », répondit Sarah, et le froid de sa voix fit frissonner même les hommes les plus endurcis. Dans l'obscurité de la maison, Sarah sentit ses doigts se refermer sur le petit journal intime de sa mère, celui qu'elle gardait toujours dans la poche de son tablier. Martha Monroe avait vécu des épreuves similaires pendant les premières années de colonisation, quand les dangers rôdaient constamment autour des fermes isolées. Les pages usées contenaient des récits de courage, de détermination, mais aussi de compassion même face à l'adversité. « Maman », murmura-t-elle silencieusement, « guide-moi dans cette nuit. » Les paroles de sa mère lui revinrent en mémoire. « La force véritable ne réside pas dans la violence, ma chérie, mais dans la capacité de protéger ce qui est juste tout en gardant son âme intacte. » Sarah était maintenant confrontée à ce dilemme moral que sa mère avait elle-même affronté. Jusqu'où pouvait-elle aller pour défendre sa maison et sa famille? Les enseignements de son père prônaient le pardon et la miséricorde, mais ceux de Tom insistaient sur la nécessité de se battre contre l'injustice. Jake Dalton, toujours dans l'obscurité du couloir, commençait à perdre patience. « Très bien, » gronda-t-il. « Si c'est comme ça que vous voulez jouer, nous allons changer de tactique. Marcus, sors et aide Pete avec les chevaux. Bill, trouve un moyen d'entrer par l'arrière. Nous allons fumiger cette souris hors de son trou. » Sarah écouta les mouvements de ses adversaires avec attention. Ils se regroupaient, changeaient de stratégie. C'était exactement ce que Tom lui avait prédit. Face à une résistance inattendue, les criminels revenaient toujours à ce qu'ils connaissaient le mieux, la force brute et l'intimidation. Marcus sortit de la maison en grognant, frustré par cette humiliation. À l'extérieur, elle l'entendit parler avec Pete de façon animée. Leurs voix portaient dans l'air nocturne, et Sarah saisit des bribes de leur conversation. « Cette femme nous fait passer pour des imbéciles », disait Marcus. Jake s'entête, mais moi je commence à penser qu'on devrait partir. « Tu as raison », répondit Pete. « Ça ne vaut pas le coup de risquer nos vies pour quelques dollars. Il y a d'autres fermes, d'autres occasions. » Sarah sourit dans l'obscurité. La cohésion du groupe se fissurait plus rapidement qu'elle ne l'avait espéré. Chaque minute qui passait renforçait les doutes et les peurs de ses adversaires. Tom avait toujours dit que la patience était la meilleure arme d'un défenseur. Bill Thompson, pendant ce temps, faisait le tour de la maison en cherchant un point d'entrée plus discret. Il était le plus jeune du groupe, mais aussi le plus imprévisible. Sarah devait garder un œil sur lui tout en surveillant Jake, qui refusait d'abandonner. « Mademoiselle Monroe », appela Jake depuis le couloir. « Vous ne pouvez pas nous tenir en échec indéfiniment. Nous sommes patients, et nous avons toute la nuit. Et moi, j'ai toute ma vie pour défendre cette maison, » répliqua Sarah. « La différence, c'est que vous avez quelque chose à perdre. Moi, tout ce que j'aime est ici. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Sarah savait qu'elle avait beaucoup à perdre, à commencer par sa propre vie. Mais elle savait aussi que céder à ces hommes ne garantirait pas sa sécurité. Des hommes comme les frères Dalton ne laissaient pas de témoins derrière eux. Un bruit sourd résonna depuis l'arrière de la maison. Bill avait trouvé une fenêtre de la cave et tentait de l'ouvrir. Sarah avait prévu cette possibilité également. La cave était un piège parfait. Un seul point d'entrée, aucune issue de secours, et elle pouvait y accéder par l'escalier intérieur. « Bill fait une erreur », dit-elle assez fort pour que Jake l'entende. « S'il entre par la cave, il sera pris au piège. Je n'aurai qu'à l'attendre en haut de l'escalier. »« Bill !» cria Jake vers l'extérieur. « Laisse tomber la cave !» Mais il était trop tard. Sarah entendit le bruit de verre brisé, puis les pas de Bill dans la cave. Elle se dirigea silencieusement vers l'escalier qui descendait au sous-sol, prenant position en haut des marches. Là, elle pouvait voir la faible lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre cassée, créant juste assez de lumière pour distinguer les silhouettes. Bill avançait prudemment dans la cave,
son revolver à la main. Il cherchait l'escalier qui mènerait à l'étage principal. Sarah l'observait, invisible dans l'obscurité du couloir au-dessus. « Bill !» dit-elle doucement, sa voix portant clairement dans l'espace confiné de la cave. Bill sursauta et leva son arme vers le plafond. Mais il ne pouvait pas la voir. « Où êtes-vous? »« Juste au-dessus de vous. Vous êtes dans un piège, Bill. Un seul escalier, une seule sortie, et moi qui contrôle les deux. » La panique commença à s'emparer du jeune homme. Il réalisa qu'il s'était effectivement placé dans une situation sans issue. « Jake !» cria-t-il. « Elle a raison. Je suis coincé ici. »« Reste calme, » répondit Jake, mais sa voix trahissait sa propre inquiétude. Sarah descendit quelques marches, juste. Assez pour que Bill puisse entrevoir sa silhouette dans l'escalier. « Jetez votre arme, Bill. Jetez-la et sortez par où vous êtes entré. C'est votre seule chance. Et si je refuse, alors vous découvrirez ce qui arrive aux rats qui se prennent au piège dans ma cave. » Bill regarda autour de lui, évaluant ses options. Il n'en avait aucune. La femme au-dessus de lui tenait toutes les cartes. Avec une réticence évidente, il posa son revolver sur le sol de terre battu. « Intelligent, » dit Sarah. « Maintenant, sortez. Et dites à vos amis que j'ai votre arme. » Bill se dirigea vers la fenêtre cassée, l'orgueil blessé mais vivant. Quand il fut sorti, Sarah descendit rapidement récupérer le revolver abandonné. Une arme de moins entre les mains de ses adversaires. À l'extérieur, l'humeur du groupe s'assombrissait. Ils venaient de perdre un de leurs hommes sans même avoir tiré un coup de feu. Pete Rivers était de plus en plus nerveux, et Marcus commençait ouvertement à remettre en question les décisions de son frère. « Jake, » dit Marcus quand Bill les eut rejoints, « cette femme nous ridiculise. Elle connaît cette propriété mieux que nous ne connaîtrons jamais aucun terrain. Chaque mouvement qu'on fait, elle l'anticipe. »« Nous ne partons pas, » gronda Jake, mais sa conviction faiblissait. Sarah, remontée à l'étage principal, entendit leur dispute depuis la fenêtre. Le moment était venu de porter un coup psychologique décisif. Elle se dirigea vers la cuisine et alluma une nouvelle lanterne, prenant soin de rester hors de portée de tir depuis l'extérieur. « Messieurs !» appela-t-elle par la fenêtre. « Vous avez maintenant perdu l'effet de surprise. Un de vos hommes est désarmé, et votre groupe se dispute. En tant que fille de pasteur, je vous offre une dernière chance de partir en paix. Mais cette offre expire dans 5 minutes. » Jake sentit le regard de ses hommes peser sur lui. Ils attendaient sa Cade and I décision, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus certain de ce qu'il devait faire. Cette mission simple s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus complexe et dangereux qu'il ne l'avait prévu. La nuit était encore longue, et Sarah Monroe semblait loin d'avoir révélé toutes ses cartes. Sarah porta instinctivement la main à la petite croix en bois sculptée qui pendait à son cou, un cadeau de son père pour sa première communion. Le contact du bois lisse contre ses doigts lui rappelait les paroles de William Monroe sur la protection des innocents, mais aussi sur la mesure et la retenue même dans l'adversité. Les 5 minutes qu'elle avait accordées aux hommes s'écoulaient lentement. Elle pouvait entendre leur conversation houleuse depuis sa position près de la fenêtre de la cuisine. Marcus et Pete pressaient Jake d'abandonner, mais l'orgueil du leader empêchait toute retraite honorable. « Cette situation devient insoutenable, » murmurait Pete. « Jake, tu nous mènes droit dans un piège. Cette femme est dangereuse. »« Dangereuse, » ricana Jake, mais sa voix manquait de conviction. « C'est une seule femme. » « Une seule femme qui a désarmé Bill et qui anticipe chacun de nos mouvements, » répliqua Marcus. Tom Whitfield était une légende, Jake. Si elle dit qu'il l'a formée, nous devons prendre cette menace au sérieux. Sarah écoutait avec satisfaction. L'autorité de Jake s'effilochait à mesure que ses hommes réalisaient l'ampleur du défi qu'ils affrontaient. Mais elle savait aussi que l'orgueil blessé pouvait rendre un homme imprévisible et dangereux. À l'extérieur de Cedar Creek, les signaux lumineux de Sarah avaient effectivement été remarqués. Samuel Morrison, le forgeron qui avait pris la suite de Tom Whitfield, se souvenait parfaitement du code d'urgence que l'ancien rangé avait enseigné à quelques habitants de confiance. Il réveilla rapidement son voisin, puis un autre, et bientôt une petite groupe d'hommes se formait, armés de fusils de chasse et de lanternes. « Si Sarah Monroe fait des signaux de détresse, c'est qu'il y a vraiment du danger, » déclara Morrison. Tom lui a appris à ne jamais crier au loup. Le groupe d'une dizaine d'hommes se mit en route vers la ferme Monroe, progressant prudemment dans l'obscurité. Ils n'étaient ni des soldats ni des rangers, mais des fermiers et des artisans unis par le sens de la communauté
et l'affection qu'il portait à la famille du pasteur. Sarah ne savait pas encore que les secours approchaient, mais elle sentait que le moment crucial de la confrontation approchait. Les 5 minutes étaient écoulées et Jake n'avait toujours pas donné de réponse à son ultimatum. « Temps écoulé, messieurs », annonça-t-elle par la fenêtre. « Quelle est votre décision ?» Un silence pesant s'installa, puis Jake prit une décision qui allait changer la nature du conflit. « Bill, va, chercher la paille dans la grange. Marcus, trouve de l'huile de lampe. Si cette demoiselle veut jouer les héroïnes, nous allons voir ce qu'elle fait quand sa précieuse maison commencera à brûler. » Sarah sentit son sang se glacer. Elle avait anticipé beaucoup de tactiques, mais pas celle-ci. Incendier la maison était un acte de désespoir, mais aussi de pure malveillance. Ces hommes étaient prêts à tout détruire plutôt que d'admettre leur défaite. « Vous n'oseriez pas, » dit-elle. Mais sa voix avait perdu de son assurance. « Détrompez-vous, » répondit Jake avec un rire cruel. « Si nous ne pouvons pas avoir ce que nous voulons de cette maison, personne ne l'aura. » Sarah comprit qu'elle avait sous-estimé la cruauté de Jake Dalton. Cet homme n'était pas seulement un voleur opportuniste, mais quelqu'un capable de destruction gratuite. Les enjeux venaient de changer dramatiquement. Elle monta rapidement au grenier et récupéra les seaux d'eau qu'elle gardait, toujours là en cas d'incendie. La ferme des Monroe, comme la plupart des habitations rurales, était vulnérable au feu. Mais Sarah avait un avantage. Elle connaissait tous les points faibles de la maison et les moyens de les protéger. En bas, elle entendit Bill et Marcus s'affairer autour de la véranda. Ils empilaient de la paille contre les murs extérieurs et versaient de l'huile de lampe sur le bois sec. Le plan de Jake était simple mais efficace. Transformer la maison en brasier et forcer Sarah à sortir, où il pourrait l'attraper. « C'est votre dernière chance !» cria Jake. « Sortez maintenant avec les mains en l'air, et nous épargnerons votre maison. » Sarah ferma les yeux et serra la croix de bois entre ses doigts. Les enseignements de son père sur la compassion résonnaient dans son esprit, mais elle pensait aussi aux paroles de sa mère sur la protection des innocents. Cette maison n'était pas seulement son refuge, c'était le foyer que ses parents avaient construit avec amour, le lieu où reposaient leurs souvenirs les plus précieux. « Non, » dit-elle d'une voix ferme. « Cette maison a été bâtie par l'amour et la foi. Je ne la laisserai pas être détruite par la haine et la cupidité. » Jake alluma une torche improvisée avec un morceau de tissu imbibé d'huile. La flamme dansa dans l'obscurité, projetant des ombres menaçantes sur son visage dur. « Alors brûlez avec elle !» gronda-t-il. C'est à ce moment que Sarah entendit le bruit qu'elle attendait sans oser l'espérer. Le martèlement de sabots sur la route menant à la ferme. Plusieurs cavaliers approchaient rapidement. Les signaux avaient fonctionné. Pete Rivers fut le premier à entendre les nouveaux arrivants. « Jake !» siffla-t-il. « Des cavaliers, une douzaine au moins !» Jake se figea, la torche à la main. Son plan venait de se compliquer dramatiquement. Affronter une femme seule dans sa maison était une chose, mais faire face à une milice armée en était une autre. « Ils nous ont vus », dit Marcus, pointant vers les lanternes qui se rapprochaient. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Sarah profita de leur confusion pour passer à l'action. Elle ouvrit brusquement la porte d'entrée et pointa son Winchester vers Jake, qui tenait toujours la torche. « Posez cette torche !» ordonna-t-elle d'une voix de fer. « Posez-la maintenant, ou je tire. » Jake la regarda, évaluant ses chances. La torche dans sa main représentait son dernier moyen de pression sur elle, mais les cavaliers approchaient et ses propres hommes commençaient à paniquer. « C'est fini, Jake, » dit Sarah. « Vous avez perdu. Rendez-vous maintenant, et peut être que ces hommes se contenteront de vous chasser de la région au lieu de vous pendre. » Les lanternes des secours étaient maintenant visibles à travers les arbres. Morrison et ses hommes approchaient, alertés par les signaux et déterminés à protéger une des leurs. Jake Dalton réalisa que son rêve de gain facile venait de se transformer en cauchemar. Mais l'orgueil et la desperation font parfois commettre des actes imprévisibles. Au lieu de poser la torche, Jake fit un geste qui surprit même ses propres hommes. Il la lança vers la paille imbibée d'huile au pied de la véranda. Les flammes s'élevèrent immédiatement, illuminant la nuit et transformant la confrontation en course contre la montre. Sarah avait maintenant 2 ennemis à combattre, les hommes armés et le feu qui menaçait de dévorer sa maison. La bataille venait de prendre une tournure dramatique. Les flammes léchaient déjà les planches de la véranda quand Sarah se précipita vers le grenier. Dans sa hâte à récupérer les seaux d'eau, elle bouscula la vieille malle de Tom Whitfield qu'elle avait gardée après sa mort.
Le couvercle s'ouvrit, déversant son contenu sur le plancher poussiéreux. Parmi les effets personnels de l'ancien rangé, une enveloppe scellée portait son nom d'une écriture tremblante. Sarah la reconnut immédiatement. C'était la dernière lettre que Tom avait écrite avant sa mort, celle qui lui avait demandé de ne lire qu'en cas de danger mortel. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle brisait le sceau. À l'extérieur, les flammes crépitaient et les voix des hommes de Jake se mêlaient au bruit des sabots qui approchaient. Mais Sarah devait savoir ce que Tom avait jugé si important qu'il avait attendu ce moment ultime pour le révéler. L'écriture de Tom était laborieuse, marquée par la maladie, mais les mots étaient clairs. « Ma chère Sarah, si tu lis ces lignes, c'est que le passé est revenu te hanter comme je l'ai toujours craint. Jake Dalton n'est pas là pour l'argent de ton père. Il est là pour moi, pour une vieille dette que je pensais avoir réglée il y a 15 ans. » Sarah sentit son cœur se serrer. Elle continua à lire tandis que l'odeur de fumée commençait à envahir le grenier. En 1877, j'ai arrêté Jake et Marcus après qu'ils aient tué une famille entière près d'El Paso. Jake s'est échappé pendant son transfert vers la prison, mais pas avant de jurer qu'il me ferait payer. Il a juré qu'il détruirait tout ce qui m'était cher. J'ai pensé qu'il avait oublié, qu'il était parti vers l'ouest ou qu'il était mort. Je me trompais. Les mains de Sarah se crispèrent sur la lettre. Tout s'éclairait maintenant. Cette attaque n'était pas un simple vol. C'était un acte de vengeance contre un homme déjà mort. Sarah, tu es devenue comme la fille que je n'ai jamais eue. En s'en prenant à toi et à ta famille, Jake pense me faire souffrir depuis la tombe. Mais il a commis une erreur fatale. Il t'a sous-estimé. Tu es plus forte que moi, plus intelligente que moi, et tu as quelque chose que je n'ai jamais eu. Une famille qui t'aime et une communauté qui te soutient. La lettre continuait avec des détails précis sur Jake et Marcus, Dalton, leurs méthodes, leurs faiblesses, leurs peurs. Tom avait étudié ces hommes pendant des années, et il transmettait maintenant tout son savoir à celle qu'il considérait comme son héritière spirituelle. Jake a une cicatrice en forme de croix sur l'épaule gauche, là où ma balle l'a touché lors de son évasion. Il en a honte et devient furieux quand on la mentionne. Marcus a peur du feu depuis qu'il a failli mourir dans l'incendie d'une grange durant son enfance. Pete Rivers n'est avec eux que pour l'argent et partira au premier signe de danger sérieux. Bill Thompson est jeune et impressionnable, il peut être retourné contre les autres. Sarah releva la tête. À travers les fenêtres du grenier, elle pouvait voir les lanternes de Morrison et de ses hommes qui se rapprochaient. Le feu commençait à prendre de l'ampleur en bas, mais elle avait maintenant les clés pour retourner la situation définitivement. Elle redescendit rapidement avec les seaux d'eau et la lettre de Tom. Les flammes avaient gagné une partie de la véranda, mais elles n'avaient pas encore atteint les murs porteurs de la maison. Elle avait encore du temps. Sarah ouvrit la porte d'entrée et sortit sur la véranda, ignorant les flammes qui dansaient autour d'elle. Jake et ses hommes étaient regroupés près des chevaux, indécis entre fuir et rester pour voir si le feu accomplirait leur travail. « Jake Dalton !» cria-t-elle par-dessus le crépitement des flammes. « J'ai quelque chose qui vous appartient !» Jake se retourna, surpris qu'elle sorte de la maison en feu. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Sarah tenait la lettre de Tom bien visible. Une lettre de Tom Whitfield. Il a tout écrit sur vous, sur ce qui s'est passé près d'El Paso en 1877, sur la famille Hernandez que vous avez massacrée. Le visage de Jake devint livide. Cette famille, il avait cru que personne ne connaissait les détails de ce crime, que Tom avait emporté les preuves dans sa tombe. « Vous mentez !» gronda-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Il décrit tout. Comment vous avez tué le père, devant ses enfants? Comment Marcus a incendié la maison avec la mère encore à l'intérieur? Comment vous vous êtes disputé le butin pendant que les corps brûlaient encore? » Marcus recula d'un pas, ses yeux fixés sur les flammes qui consumaient la véranda. Le souvenir de cet incendie ancien revenait le hanter, mêlé à sa phobie viscérale du feu. « Et votre cicatrice, Jake ?» continua Sarah impitoyablement. « En forme de croix sur votre épaule gauche? Tom a écrit comment vous avez hurlé quand sa balle vous a traversé, comment vous avez supplié qu'on vous soigne. » Jake porta instinctivement la main à son épaule. Cette cicatrice était sa honte secrète, le rappel constant de sa seule défaite face au légendaire rangé. Pete Rivers en avait assez entendu. « C'est fini pour moi, » déclara-t-il en montant sur son cheval. « Je ne me suis pas engagé pour une vendetta personnelle. Jake, tu nous as menti. » Il éperonna sa monture et disparut dans l'obscurité, abandonnant ses complices.
Bill Thompson hésitait, partagé entre la loyauté et la peur. « Bill » appela Sarah. « Tom a écrit sur vous aussi. Il dit que vous n'êtes qu'un gamin égaré, que vous pouvez encore choisir le bon chemin. » Le jeune homme regarda Jake, puis Marcus, qui tremblait maintenant près du feu, puis les lanternes des secours qui se rapprochaient. Sa décision fut rapide. Il sauta sur son cheval et suivit Pete dans la fuite. Ne restait plus que les deux frères Dalton, face à Sarah et au feu qui consumait lentement la véranda. Mais maintenant les rôles étaient inversés. Ce n'était plus eux qui traquaient une proie, mais une femme déterminée qui utilisait leurs propres démons contre eux. « Cette vendetta s'arrête ici », déclara Sarah en pointant son Winchester vers Jake. « Tom Whitfield est mort, mais son héritage vit en moi. Et cet héritage, c'est la justice. » Marcus, terrifié par les flammes qui l'entouraient, commença à reculer vers les chevaux. « Jake, on doit partir !»« Le feu, il y a trop de feu. » Mais Jake était paralysé par la rage et l'humiliation. Voir tous ses plans s'effondrer, ses hommes l'abandonner, ses secrets révélés par une femme qu'il avait sous-estimée, c'était plus qu'il ne pouvait supporter. « Tom Whitfield m'a tout pris », hurla-t-il. « Ma liberté, ma réputation, ma fierté. Et maintenant, il me nargue depuis sa tombe. Il vous a arrêté parce que vous étiez un assassin, » répliqua Sarah. « Et si vous ne partez pas maintenant, vous finirez comme lui, en héros pour les uns, en souvenir amer pour les autres. » Les lanternes de Morrison et de ses hommes étaient maintenant visibles à travers les arbres. Dans quelques minutes, Jake et Marcus seraient encerclés. Le moment de vérité était arrivé. Jake regarda la maison en feu, Sarah qui le tenait en joue, son frère qui tremblait de terreur, et les secours qui approchaient. Pour la première fois depuis des années, il réalisa qu'il était totalement vaincu. « Cette histoire n'est pas finie », gronda-t-il en montant sur son cheval. « Si, elle l'est !» répondit Sarah avec une tranquille détermination. « Tom Whitfield a eu le dernier mot. » Les lanternes de Morrison et de ses hommes percèrent enfin la lisière des arbres, leur faisceau de lumière balayant la propriété Monroe. 10 hommes de Cedar Creek, armés de fusils de chasse et animés d'une détermination farouche, découvraient un spectacle qui dépassait leurs pires craintes. La véranda de la maison du pasteur en flammes et 2 silhouettes à cheval qui s'apprêtaient à fuir. Sarah profita de l'arrivée des renforts pour se précipiter vers les outils de forgeron de son grand-père, rangés dans la remise attenante à la maison. Ces instruments, hérités de 3 générations de Monroe, allaient lui servir pour la phase finale de son plan. Elle saisit un seau en métal et une longue chaîne, vestige de l'époque où son grand-père ferrait les chevaux de passage. « Arrêtez-vous !» cria Morrison en pointant son fusil vers les frères Dalton. « Vous êtes cernés !» Jake fit volte-face sur sa selle, évaluant rapidement ses options. Une dizaine d'hommes l'encerclaient maintenant, et Sarah Monroe se tenait toujours devant la maison en feu, son Winchester pointé dans sa direction. Marcus tremblait à côté de lui, terrorisé par les flammes qui continuaient de lécher les planches de la véranda. « Nous n'avons rien fait d'illégal, » mentit Jake avec aplomb. « Nous passions dans la région quand nous avons vu le feu. Nous venions offrir notre aide. » Samuel Morrison ricana. « Avec des armes dégainées en pleine nuit? Vous nous prenez pour des imbéciles? » Sarah s'avança, tenant toujours la lettre de Tom. « Messieurs de Cedar Creek, permettez-moi de vous présenter Jake et Marcus Dalton, recherchés pour le massacre de la famille Hernandez près d'El Paso en 1877. » Un murmure parcourut le groupe des secours. Certains se souvenaient vaguement de cette affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. Tom Whitfield en avait parlé quelquefois, évoquant l'un de ses plus grands regrets professionnels, avoir laissé s'échapper Jake Dalton. « Vous avez des preuves de ces accusations ?» demanda Morrison, toujours pragmatique. Sarah brandit la lettre. Les dernières volontés de Tom Whitfield. Il a tout documenté, y compris les détails que seuls les vrais coupables pouvaient connaître. Jake comprit que sa situation devenait désespérée. Les hommes de Cedar Creek n'étaient pas des professionnels de l'application de la loi, mais ils avaient la réputation de rendre une justice expéditive quand il s'agissait de protéger leur communauté. Et l'évocation du nom de Tom Whitfield leur donnait une légitimité morale qu'ils ne pouvaient pas contester. « Marcus » murmura-t-elle à son frère. « Prépare-toi à charger. » « C'est notre seule chance. » Mais Marcus était au bord de la panique. Les flammes de la véranda projetaient des ombres dansantes qui lui rappelaient trop vivement l'incendie de la ferme Hernandez. Ses mains tremblaient sur les rênes de son cheval, et sa respiration était devenue saccadée. Sarah observait la scène avec une acuité que Tom aurait appréciée. Elle voyait la peur de Marcus,
La frustration de Jake. L'hésitation des habitants de Cedar Creek, qui n'étaient pas habitués à ce genre de confrontation. Le moment était venu de porter le coup de grâce. « Jake Dalton », dit-elle d'une voix qui porta clairement dans l'air nocturne, « Tom Whitfield vous offre un dernier défi depuis sa tombe, un duel loyal, homme contre homme. Si vous gagnez, ces hommes vous laisseront partir. Si vous perdez, vous vous rendrez sans condition. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le crépitement des flammes et le hennissement nerveux des chevaux. Morrison et ses hommes échangèrent des regards surpris. Sarah Monroe venait de proposer quelque chose qui sortait complètement de l'ordinaire. « Sarah, » commença Morrison, « ce n'est pas nécessaire. Nous sommes en nombre. Nous pouvons les arrêter sans risquer votre vie. »« Non, » répliqua Sarah fermement. « Cette vendetta a commencé entre Tom et Jake. Elle doit se terminer de la même façon. » Tom m'a légué plus que ses compétences et ses connaissances. Il m'a légué sa responsabilité envers la justice. Jake descendit lentement de cheval. L'idée d'un duel lui plaisait. C'était un retour aux règles qu'il comprenait, loin de cette guerre psychologique où Sarah avait tous les avantages. Il était plus grand qu'elle, plus fort, et il avait passé sa vie à manier les armes. « J'accepte, » déclara-t-il, « mais à une condition. Si je gagne, non seulement je pars libre, mais je prends cette lettre avec moi. Les secrets du passé restent enterrés. » Sarah acquiesça. « Et si je gagne, vous vous rendez à ces hommes et vous acceptez de répondre de vos crimes devant un tribunal. » Marcus tenta une dernière intervention. « Jake, n'y va pas! Cette femme est dangereuse. Elle nous a déjà humiliés. »« Tais-toi, » aboya Jake. « Tu as eu peur d'un peu de feu. Cette fois, c'est moi qui reprends le contrôle. » Morrison s'interposa. « Si vous insistez pour faire cela, ce sera selon les règles. Pas de distance au signal, pas de tricherie. » Sarah hocha la tête et se dirigea vers le centre de la cour, loin des flammes qui commençaient enfin à s'atténuer grâce au seau d'eau que les hommes de Morrison avaient commencé à jeter sur l'incendie. Elle vérifiait mentalement son arme, comptant ses munitions, se remémorant tous les conseils de Tom sur les duels. « Souviens-toi, » lui avait-il dit lors de leur dernière leçon, « un duel ne se gagne pas avec la vitesse, mais avec la précision. Prends le temps de viser, même si cela te donne l'impression que ton adversaire sera plus rapide. Un coup bien placé vaut mieux que 10 coups manqués. » Jake se plaça face à elle, sa main droite frôlant la crosse de son Colt. Il avait participé à plus de duels qu'il ne pouvait en compter, et il avait survécu à tous. Cette jeune femme, malgré tout son entraînement, n'avait jamais affronté un homme déterminé à la tuer dans un combat loyal. « Sarah, » murmura Morrison, « vous n'êtes pas obligée de faire cela. »« Si je le suis, » répondit-elle sans quitter Jake des yeux. « C'est ma destinée. Tom l'a su dès le premier jour où il a commencé à m'entraîner. Il préparait ce moment. Les deux adversaires se faisaient face maintenant, séparés par 20 pas exactement. Les hommes de Cedar Creek formaient un cercle respectueux autour d'eux, leurs armes baissées mais prêtes. Marcus restait en retrait, partagé entre l'espoir de voir son frère triompher et la peur que cette nuit se termine par un nouveau massacre. Morrison leva la main. « Au signal, vous pourrez tirer. Que Dieu ait pitié de vos âmes. » Sarah ferma brièvement les yeux et pensa à sa mère, à son père, à Tom, à tous ceux qui avaient façonné la femme qu'elle était devenue. Puis elle les rouvrit et regarda Jake Dalton avec une détermination absolue. Jake souriait avec confiance. Il avait tué des hommes plus expérimentés que cette femme. Sa main était stable, son œil sûr, son cœur froid. Dans quelques secondes, cette humiliation serait terminée, et il pourrait enfin venger l'affront que Tom Whitfield lui avait fait subir 15 ans plus tôt. « Prête ?» demanda Morrison. Sarah acquiesça silencieusement. Jake gronda un « oui » entre ses dents serrées. La main de Morrison s'abaissa. Feu. Le destin de Cedar Creek et de la famille Monroe allait se jouer dans les prochaines secondes. Le signal de Morrison résonna comme un coup de tonnerre dans la nuit texane. Deux mains se dirigèrent simultanément vers leurs armes. Deux destins allaient se sceller dans la poussière rouge de Cedar Creek. Jake Dalton avait l'avantage de l'expérience. Sa main trouva instinctivement la crosse de son Colt. Ses doigts s'enroulèrent autour du métal familier avec la fluidité de 15 années de pratique. Il avait tué son premier homme à 10 à 8 ans, et depuis, la violence était devenue sa langue maternelle. Mais Sarah Monroe avait quelque chose que Jake n'avait jamais possédé, la sérénité. Tandis que la rage animait les gestes de son adversaire, elle puisait dans les enseignements de Tom Whitfield avec une précision de métronome. La vitesse sans la précision ne vaut rien.
lui avait répété l'ancien rangé. Mieux vaut un coup sûr qu'une salve manquée. L'arme de Jake sortit de son étui en premier. Dans la lueur vacillante des lanternes, le canon du Colt brilla comme un éclair d'acier, mais la hâte de l'homme, nourri par des mois de frustration et d'humiliation, le trahit. Son premier coup partit avant qu'il ait vraiment visé. La balle siffla à quelques pouces de l'oreille de Sarah, assez près pour qu'elle sente le déplacement d'air, assez près pour tuer, mais pas assez près pour compter. Dans l'art mortel du duel, la proximité n'était qu'un échec déguisé. Sarah, elle, avait pris le temps. Son Winchester était monté à l'épaule avec la grâce d'une danseuse. Son œil droit aligné parfaitement avec la hausse et le guidon. Tom lui avait enseigné à faire corps avec son arme, à ne plus faire qu'un avec le métal et le bois, jusqu'à ce que tirer devienne aussi naturel que respirer. Elle visa le centre de masse de Jake, exactement comme Tom le lui avait appris. Pas de fantaisie, pas de tentative, héroïque de désarmer sans tuer. Dans un duel, la survie primait sur tout le reste. Son doigt pressa doucement la détente. Le Winchester rugit, crachant sa charge mortelle à travers la nuit. La flamme orange qui jaillit du canon illumina brièvement le visage déterminé de Sarah, celui d'une femme qui avait dépassé ses propres peurs pour devenir quelque chose de plus grand. Jake Dalton sentit la balle le frapper en pleine poitrine, juste à gauche du sternum. L'impact le projeta en arrière, ses jambes se dérobèrent sous lui, et il s'effondra dans la poussière rouge du Texas. Son Colt lui échappa des mains, rebondissant dans la terre battue avec un bruit métallique qui semblait résonner comme un glas. Un silence absolu s'abattit sur la propriété Monroe. Même les flammes de la véranda semblaient s'être tues, comme si la nature elle-même retenait son souffle face à ce qui venait de se produire. Sarah abaissa lentement son arme, ses mains parfaitement stables malgré la magnitude de ce qu'elle venait d'accomplir. Elle avait tué un homme, pas dans la panique ou la colère, mais avec la froide détermination de quelqu'un qui défend ce qui est juste. Tom aurait été fier d'elle. Morrison et ses hommes s'approchèrent prudemment de Jake Dalton. Le hors-la-loi respirait encore, mais sa respiration était laborieuse, saccadée. Le sang s'étalait sur sa chemise, formant une tache sombre qui grandissait à chaque seconde. « Il est touché au poumon », diagnostiqua Morrison, qui avait vu suffisamment d'accidents à l'acierie pour reconnaître une blessure mortelle. Il n'en a plus pour longtemps. Jake ouvrit les yeux et regarda Sarah qui s'approchait de lui. Dans son regard, la colère avait fait place à quelque chose qui ressemblait à du respect. Cette femme l'avait battu loyalement, selon les règles qu'il respectait. Il n'y avait ni tromperie ni traîtrise dans sa défaite. « Comment » murmura-t-il, sa voix rendue rauque par le sang qui commençait à envahir ses poumons. « Comment une femme ? Tom Whitfield était un excellent professeur, » répondit Sarah simplement. « Et vous aviez tort de penser qu'être une femme me rendait faible. Cela m'a rendue prudente, précise, déterminée. » Marcus Dalton descendit enfin de cheval et se précipita vers son frère. Les larmes coulaient sur son visage tanné par le soleil et le vent. « Jake! Jake! Reste avec moi !» Mais Jake regardait toujours Sarah. « La lettre !» articula-t-il péniblement. Sarah sortit l'enveloppe de Tom de sa poche. « Cette lettre raconte la vérité sur vos crimes. Elle sera remise aux autorités compétentes. Les familles de vos victimes méritent de savoir ce qui est arrivé à leurs proches. » Jake ferma les yeux. Quelque part au fond de lui, dans un recoin de conscience qu'il avait enfoui depuis des années, il savait qu'elle avait raison. La justice avait fini par le rattraper, porté par la main d'une femme qu'il avait eu la folie de sous-estimer. « Tom Whitfield » souffla-t-il dans un dernier souffle. « Il a gagné. » Marcus sanglotait maintenant ouvertement, tenant le corps inerte de son frère dans ses bras. Toute sa bravoure, toute son arrogance s'était évanouie face à la réalité de la mort. Il n'était plus qu'un homme brisé pleurant la perte de la seule famille qui lui restait. Sarah s'agenouilla près de lui et posa doucement une main sur son épaule. « Je suis désolée pour votre perte, » dit-elle sincèrement. « Votre frère a fait des choix terribles, mais il est mort avec honneur. » Morrison et ses hommes échangèrent des regards admiratifs. Cette jeune femme venait de tuer un homme dangereux en duel loyal, et sa première réaction était de consoler celui qui avait voulu la détruire. Elle incarnait le meilleur de ce que Cedar Creek représentait, la force tempérée par la compassion. Marcus Dalton leva lentement les yeux vers Sarah, son visage ravagé par le chagrin et la défaite. Dans ses mains, il tenait encore le corps inerte de son frère, mais quelque chose avait changé en lui.
La mort de Jake avait brisé non seulement sa famille, mais aussi l'image qu'il avait de lui-même et de sa vie. « Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ?» murmura-t-il, sa voix brisée par les sanglots. Jake était tout ce qui me restait au monde. Sarah prit la Bible de famille qu'elle gardait toujours dans la poche de son tablier. Ce livre saint qui avait guidé 3 générations de Monroe à travers les épreuves de la vie frontalière. Elle l'ouvrit aux béatitudes. Ces paroles que son père citait si souvent dans ses sermons sur la rédemption et le pardon. « Il y a toujours un chemin vers la rédemption », dit-elle doucement à Marcus. « Votre frère a choisi la violence et la vengeance. Vous pouvez choisir différemment. » Morrison s'approcha, ces hommes formant un cercle respectueux autour de la scène. « Marcus Dalton, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'effraction, destruction de propriété et complicité dans les crimes de votre frère. »« Attendez !» intervint Sarah en se relevant. « Monsieur Morrison, cet homme a perdu son frère ce soir. Il a vu sa famille détruite et son monde s'effondrer. Je pense que nous pouvons lui accorder une chance de choisir un autre chemin. » Les hommes de Cedar Creek échangèrent des regards surpris. Après tout ce qu'elle avait enduré, Sarah Monroe plaidait pour la clémence envers celui qui avait voulu la tuer quelques heures plus tôt. « Sarah, » dit Morrison avec prudence, « cet homme a participé à l'attaque contre votre maison. Il pourrait être dangereux. »« Regardez-le, » répliqua Sarah en désignant Marcus, qui tremblait toujours près du corps de son frère. « Voyez-vous un homme dangereux? Ou voyez-vous un homme brisé qui a besoin de guidance et de compassion ?» Marcus leva les yeux vers elle, incrédule. « Vous me défendez? Après ce que nous avons fait? Mon père enseigne que la vraie force réside dans la capacité de pardonner, » expliqua Sarah. « Ma mère a écrit dans son journal qu'il ne faut jamais laisser la haine empoisonner son cœur, même face à l'injustice. Tom Whitfield m'a appris à me battre pour protéger les innocents, mais aussi à reconnaître quand quelqu'un peut encore être sauvé. » Elle s'agenouilla de nouveau près de Marcus et lui tendit la Bible. « Votre frère était consumé par la vengeance. Cette soif de revanche l'a détruit et a détruit tous ceux qui l'approchaient. Vous pouvez choisir un autre chemin. » Marcus prit le livre sacré avec des mains tremblantes. Il n'avait pas ouvert une Bible depuis son enfance, avant que la mort de leurs parents ne les jette, Jake et lui, sur les routes poussiéreuses du crime et de la violence. « Je ne sais pas comment, » avoua-t-il. Jake s'occupait de tout. Je ne savais que suivre et obéir. Alors, « Apprenez !» dit Sarah, avec une douceur qui contrastait étrangement avec la détermination froide qu'elle avait montrée pendant le duel. « Cedar Creek a besoin d'hommes honnêtes pour travailler aux fermes, à la scierie, au magasin général. Nous pouvons vous donner une chance de recommencer, mais il faudra que vous le méritiez chaque jour. » Morrison secoua la tête, partagé entre l'admiration et l'inquiétude. « Sarah, vous êtes trop généreuse. Cet homme pourrait profiter de votre bonté. »« Alors ce sera ma responsabilité, » répondit-elle fermement. « Si Marcus Dalton veut vraiment changer, je me porte garante de lui. S'il trahit cette confiance, j'en accepterai les conséquences. » Marcus regarda alternativement Sarah et le corps de son frère. Toute sa vie, il avait suivi Jake dans une spirale descendante de violence et de crime. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui offrait une alternative, une chance de devenir quelqu'un d'autre. « Pourquoi ?» demanda-t-il, des larmes coulant toujours sur ses joues. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Sarah sourit tristement. « Parce que Tom Whitfield m'a enseigné que la vraie victoire n'est pas de détruire ses ennemis, mais de les transformer en alliés. Parce que ma mère croyait que chaque âme peut être sauvée. Et parce que mon père prêche que la miséricorde est plus forte que la justice, Marcus baissa la tête et serra la Bible contre sa poitrine. « Je ne mérite pas votre pardon. Personne ne mérite le pardon, » répliqua Sarah. « C'est pour cela que c'est un don, mais il faut être prêt à le recevoir et à en être digne. » Morrison finit par acquiescer, impressionné malgré lui par la sagesse de cette jeune femme qui venait de faire preuve d'un courage extraordinaire. « Très bien. Marcus Dalton, vous êtes libre sous la responsabilité de Sarah Monroe. Mais au premier faux pas, au premier signe que vous retombez dans vos anciens travers, vous irez directement en prison. »« Je comprends, » murmura Marcus. « Et je vous jure sur la tombe de mon frère que je ne trahirai pas cette confiance. » Sarah se releva et regarda autour d'elle. Les flammes de la véranda étaient maintenant complètement éteintes grâce aux efforts des hommes de Morrison. Sa maison était sauvée. Les criminels étaient vaincus, et peu,
être qu'une âme avait été arrachée aux ténèbres. La nuit avait été longue et terrible, mais elle s'achevait sur une note d'espoir. Tom Whitfield aurait été fier de son élève qui avait su allier force et compassion, justice et miséricorde. L'aube commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel de rose et d'or. Une nouvelle journée se levait sur Cedar Creek, et avec elle, la promesse d'un avenir meilleur. 6 mois plus tard, le son cristallin d'une nouvelle cloche résonnait dans la vallée de Cedar Creek. Cette cloche en bronze, fondue à partir de dons de toute la communauté, prônait fièrement devant la nouvelle école que la ville avait décidé de construire en l'honneur de la courageuse nuit de Sarah Monroe. Chaque matin, son carillon rappelait aux habitants que le courage et la détermination pouvaient triompher de l'adversité. Sarah se tenait sur la véranda réparée de la ferme familiale, observant son père qui revenait de sa visite hebdomadaire aux paroissiens. William Monroe avait repris des forces depuis cette nuit terrible, comme si le courage de sa fille avait ravivé sa propre foi en l'avenir. Ses cheveux gris avaient retrouvé un peu de leur éclat, et son dos s'était redressé. « Comment va Marcus aujourd'hui » demanda-t-il en montant les marches de la véranda. « Il progresse » répondit Sarah en souriant. « Morrison dit qu'il devient un excellent aide à la scierie. Il travaille dur, et les autres ouvriers commencent à lui faire confiance. » En effet, Marcus Dalton avait tenu parole. Les premiers mois avaient été difficiles, marqué par la méfiance de certains habitants et ses propres doutes sur sa capacité à changer. Mais peu à peu, son travail assidu et sa sincère volonté de réparer ses erreurs avaient gagné le respect de la communauté. Il avait même commencé à assister aux offices du dimanche, s'asseyant toujours au dernier rang, la Bible que Sarah lui avait donnée serrée entre ses mains. « Tom aurait été fier de toi », murmura William en posant une main affectueuse sur l'épaule de sa fille. « Non seulement tu as protégé notre foyer, mais tu as sauvé une âme perdue. » Sarah toucha la petite croix en bois qu'elle portait toujours à son cou. « J'ai simplement appliqué tout ce que vous m'avez enseigné, papa, vous, maman et Tom. Chacun d'entre vous m'a donné une pièce du puzzle. » Le carnet de prières de Sarah s'était enrichi de nouvelles réflexions au fil des mois. Elle y avait consigné les leçons apprises pendant cette nuit extraordinaire. Ses pensées sur l'équilibre entre force et compassion, ses observations sur la nature humaine et sa capacité de rédemption. Ce petit livre était devenu un véritable guide spirituel qu'elle comptait léguer un jour à ses propres enfants. Un cavalier apparut sur la route menant à la ferme. Sarah reconnut immédiatement Samuel Morrison, mais quelque chose dans sa posture suggérait qu'il apportait des nouvelles importantes. « Pasteur Monroe, Sarah » aplatit en arrivant dans la cour. « J'ai reçu des nouvelles du shérif du comté. » Sarah et son père descendirent de la véranda pour l'accueillir. Morrison descendit de cheval, un large sourire illuminant son visage tanné. « La lettre de Tom a permis de résoudre 3 autres affaires de meurtre, » annonça-t-il avec satisfaction. « Les familles des victimes vont enfin pouvoir faire leur deuil en paix, et il y a une récompense pour la capture de Jake Dalton. 500 $ que les autorités veulent vous remettre, Sarah. » Sarah secoua la tête. « Je ne veux pas d'argent pour avoir ôté la vie à un homme, même si c'était nécessaire. Utilisez cette somme pour améliorer l'école ou pour aider les familles dans le besoin. » Morrison n'était pas surpris par cette réaction. Il avait appris à connaître le caractère exceptionnel de Sarah Monroe au cours des derniers mois. « Il y a autre chose, » continua-t-il. « Le gouverneur a entendu parler de ce qui s'est passé ici. Il souhaite vous rencontrer. Il parle de créer un corps de femmes rangers pour protéger les communautés isolées. » Sarah réfléchit un moment à cette proposition. L'idée d'utiliser ses compétences pour protéger d'autres familles, d'autres communautés, avait quelque chose d'attirant. Mais elle regarda sa maison, son père, la vallée paisible de Cedar Creek, et elle sut que sa place était ici. « Remerciez le gouverneur pour moi, » dit-elle finalement. « Mais ma mission est ici, avec ma famille et ma communauté. Tom m'a appris à me battre, mais il m'a aussi appris que le vrai courage consiste parfois à rester là où on est le plus nécessaire. » William Monroe sourit avec fierté. Sa fille avait non seulement survécu à l'épreuve du feu, mais elle en était sortie plus forte et plus sage. Elle avait trouvé l'équilibre parfait entre l'héritage guerrier de Tom et les valeurs spirituelles qu'il lui avait transmises. Ce soir-là, après le départ de Morrison, Sarah se rendit sur la tombe de Tom Whitfield dans le petit cimetière de Cedar Creek. Elle y venait régulièrement pour lui raconter les progrès de Marcus, les changements dans la ville, ses propres réflexions sur la vie et la justice. « Merci, Tom, » murmura-t-elle en posant des fleurs sauvages sur la pierre tombale. « Vous m'avez donné les outils pour protéger ce que j'aime, mais surtout, vous m'avez appris que la vraie force
vient du cœur. Le vent souffla doucement dans les herbes hautes, comme si l'esprit du vieux, rangé, approuvait ses paroles. En rentrant chez elle, Sarah aperçut Marcus, qui sortait de l'église après une réunion de prière. Il la salua respectueusement, comme il le faisait toujours, avec cette humilité sincère de quelqu'un qui avait trouvé une seconde chance et était déterminé à ne pas la gaspiller. « Bonsoir, mademoiselle Monroe, » dit-il en touchant le bord de son chapeau. « Bonsoir, Marcus. Comment allez-vous? »« Mieux chaque jour, grâce à vous. » Il marqua une pause, puis ajouta. « J'ai commencé à écrire mes souvenirs, comme vous me l'avez suggéré, pour témoigner de ce que peut accomplir la bonté d'une âme généreuse. » Sarah sourit. « C'est une excellente idée. Votre histoire pourra peu être aider d'autres personnes à trouver leur chemin vers la rédemption. » Cette nuit-là, Sarah s'endormit paisiblement dans sa chambre, bercée par le son familier du vent dans les arbres et le chant lointain des coyotes. Sa maison était sûre, sa communauté prospérait, et une âme perdue avait été sauvée. Le carillon de la nouvelle cloche de l'école résonnait encore faiblement dans sa mémoire, rappel permanent que dans cette vallée du Texas, la peur n'avait plus sa place. Sarah Monroe avait tenu sa promesse. Ici, la justice et la compassion régnaient désormais ensemble. Et quelque part dans les étoiles, Tom Whitfield veillait sur son élève, fier de voir que son héritage vivait dans le cœur d'une femme exceptionnelle qui avait su transformer la violence en espoir, la vengeance en rédemption.